Une émission proposée par Hype FM. Comme beaucoup de figures clés du mouvement révolutionnaire et de libération arménien, le nom de Garo Sassouni n'évoque pas forcément ce dont il est le porteur par son action et idée. Né dans le Sassoun de la fin du XIXe siècle, Garo Sassouni a vécu une partie de la période des 30 glorieuses de l'histoire moderne des Arméniens, puisqu'il a pris part dans les premières années du XXe siècle aux initiatives de la FRA, en étant sur le terrain et sur plusieurs fronts d'action en Arménie occidentale, en Arménie orientale, sans compter plus tard ses responsabilités en terre diasporique. Garo Sassouni était à la fois fédaï et intellectuel, et ses analyses sur l'histoire vécue, rares pour être mises en avant, ont valeur de pédagogie politique, puisque l'histoire se répète et les mêmes acteurs sont toujours sur la scène. Je fais allusion aux voisins proches ou moins proches dont les ambitions restent inchangées depuis un siècle. Nous parlerons aujourd'hui de Garo Sassouni avec Anaï Terminassian, historienne. Bonjour. Merci d'être là pour évoquer ce personnage, je le disais, pas très connu, et pourtant il a participé à l'histoire du XXe siècle jusqu'aux années 70, puisqu'il est mort en 77, de la FRA, de la construction de la diaspora, mais d'abord de la construction de la République d'Arménie, et si on va un peu plus en arrière, la construction du mouvement révolutionnaire. Je ne fais pas allusion aux premières années de la construction des partis politiques, mais au début du XXe siècle, ce jeune garçon, il se révèle être un bon politique, un bon combattant aussi, et pourtant il avait quelques lacunes physiques. Commençons en détermination par la terre natale, qui est le Sassoun, dont il porte le nom justement, ce Garo Sassouni. Vous venez d'évoquer très rapidement la vie et la carrière de Garo Sassouni. En effet, il est né en 1888 ou 1889 dans un village du Sassoun, du sud-ouest du Sassoun, Sassoun étant ce massif compact qui se trouve au-dessus de la plaine de Mouche et qui est en quelque sorte encadré par l'Euphrate et le Tigre, mais c'est plutôt le Tigre qui est le fleuve, les affluents du Tigre qui sont les fleuves du Sassoun. Donc, Garo Sassouni est né en 1888 ou 89 dans un village qui s'appelle Aharonk pour les Arméniens, qui s'appelle Henze pour les Kurdes, ou qui s'appelait Henze pour les Kurdes, et il est mort, comme vous l'avez dit, en 1977 à Beyrouth, à la veille de la guerre civile qui commence au Liban. Après le début, parce le début de la guerre civile qui commence au Liban et qui implique une nouvelle période de l'histoire de la diaspora arménienne, puisqu'il va y avoir une émigration massive des Arméniens du Liban vers l'Occident. Donc, il a en quelque sorte participé à toutes les étapes de l'histoire des Arméniens au 19e, 20e et 20e siècle. Vous avez évoqué à la fois son action d'homme de combattant, son action en tant qu'intellectuel arménien. Dans un de mes articles que j'avais consacré à Garo Sassouni, en postface d'un livre qui vient d'être publié récemment par les éditions parenthèses, Le Chasseur, la traduction de Vossort, qui est une nouvelle qu'il a écrite dans les années 20-30 à Paris, qu'il a terminée non pas Liban, en Syrie. Je dis, Garo Sassouni est un personnage qui est mi-fédaï, mi-intellectuel. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il a été, comme beaucoup d'intellectuels de cette période, venant du pays, du Penachraj, comme on disait, c'est-à-dire de la terre authentique, du pays authentique, de l'Arménie historique, un autodidacte. Mais pas tout à fait un autodidacte, quand même. Nous verrons peut-être au cours de l'émission. On parlera de son enfance. Alors, en parlant de son enfance, et c'est son enfance qui est évoquée dans ce livre. Bon. Et comme je ne l'ai pas encore dit, Sassouni, ce n'est pas son nom. Et Garo est un diminutif de Garabet. Garabet pourquoi Garabet? Parce que sa mère
Anna Mairik. Nous reviendrons peut-être aussi sur ce personnage qui est un personnage exceptionnel, de mère courage, d'arménienne combattante, de mère de famille, mère de 8 enfants. Et qui a beaucoup influencé Garo Sassoni dans sa vocation révolutionnaire. En tous les cas, qui a soutenu son mari et ses fils dans leur vocation de résistance contre les tribus kurdes et contre les exactions du pouvoir ottoman. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, cette Anna Mairik qui partait en pèlerinage à Sout-Karabet. Alors, Sout-Karabet, c'était le grand monastère, malheureusement aujourd'hui totalement détruit, qui se trouve sur une hauteur au-dessus de la plaine de Mouche, pas loin, si on passe géographiquement, du Sassoun, mais qui impliquait à l'époque au moins 2 jours de voyage, parce que le Sassoun, c'est un ensemble de vallées extrêmement profondes en V, dont les communications ne se font que lorsqu'on descend dans la vallée inférieure, c'est-à-dire généralement vers le Tigre, pour remonter une autre vallée. Donc un voyage très long, très épuisant. Un voyage que vous avez fait, pas le même voyage, mais en tout cas, vous avez fait un voyage il y a quelques mois. On laisse. Bon, moi, je l'ai fait dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les voyageurs de l'époque qui faisaient ça. C'est ce que je veux dire. À pied ou à mulet ou à cheval quand ils en avaient les moyens. Donc, cette Anna Mairik allait en pèlerinage à Sout-Karabet et une fois de plus, je voudrais rappeler aux éditeurs arméniens de la diaspora, en particulier aux éditeurs arméniens ou non arméniens de France, que les pèlerinages vers les monastères étaient la forme de religiosité la plus répandue chez le peuple arménien jusqu'en 1914. Et Sout-Karabet était un monastère qui attirait les pèlerins non seulement du Sassoun, non seulement de Mouche, mais de Perse, du Caucase. On venait de Tiflis, on venait de la région de Yerevan pour aller au monastère de Sout-Karabet. D'ailleurs, les grands romanciers comme Rafi évoquent ces pèlerinages dans leurs différents romans. Les grands romanciers, les moindres, même les voyageurs plus modestes, ont toujours laissé des récits de leur impression de Sout-Karabet. Bon. Et cette jeune femme est enceinte et en cours de route, elle accouche d'un gamin qu'on appelle Garabet. C'est Garo. Donc ce Garabet deviendra Garo, mais il ne s'appelle pas Sassouni quand il naît. Il naît dans une famille de Ishran arméniens, c'est-à-dire la famille dite de Mango. Et qu'est-ce que c'était que ces Ishran arméniens? Ces Ishran, ce sont, avec ceux de Zetoun, les derniers représentants de, j'ose pas dire de principauté arménienne, mais de cette période très lointaine, en particulier ici, où les Mamigonians ont régné sur le Daron comprenant la plaine de Mouche et évidemment le Sassoun aussi. Ces Mamigonians ont été balayés par l'arrivée des Arabes, des Seldjoukites, et tout ça est évoqué dans la grande épopée David de Sassoun, au moins s'agissant des Arabes. Bon, néanmoins, étant donné l'organisation physique du Daron, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, des vallées impénétrables, très difficiles, comme dans Zetoun qui est dans une autre région complètement. Zetoun, c'est vers la mer Méditerranée, c'est, je dirais, à 500 kilomètres à vol d'oiseau du Sassoun. La configuration physique a permis le maintien dans ces quelques petites régions de personnages qui ont une autorité, qui ont du bien, c'est-à-dire à l'époque des terres, des troupeaux, et qui ont conservé le nom de Ishram. Mais bien sûr, ils n'ont plus du tout le pouvoir politique qui va avec, mais ils ont le prestige. Donc, Garo s'appelle Garabet Mango. Bon, mais ce Garabet Mango, plus tard, prendra le nom de Garo Sassouni. Sa descendance, en particulier son fils Papken qui vit à Los Angeles et ses petits-enfants qui vivent aux États-Unis ont conservé le nom de Sassouni. Mais comme Garo Sassouni a beaucoup... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est approprié par ce nom le pays. Alors on va aller plus loin parce que dans ce roman, Le Chasseur, il porte le nom de Viken Klag. Bon. Là encore, c'est très intéressant parce que c'est pas anodin. Viken Klag a un lien. Ce sont 2 noms de 2 personnages différents, vous allez nous l'expliquer, qui sont ancrés dans la vie de Sassoun. Bon, ça veut dire... Bon, alors, en effet, le nom de Viken Klag, qu'il a utilisé
uniquement dans ses œuvres littéraires. Les œuvres littéraires, c'est-à-dire des fictions, des œuvres d'imagination, comme ce texte qui a été traduit et publié par les éditions Parenthèses, et dont je recommande vivement la lecture. En particulier, c'est l'évocation autobiographique du petit garçon, Garo Sassouni, vers l'âge de 8-9 ans, entre ses 8 et 10 ans, au pays. Bon, on va pas pour le moment. On l'appelait Dzur, le tordu, parce qu'il était très. Il s'est donné un autre nom. Il s'est une fois de plus approprié le pays dont il vient, parce que ce livre, il l'a écrit dans une énorme nostalgie qu'il habite, en partie en France quand il vit à Chaville, tout simplement. En partie quand il va à Alep, parce que nous allons voir quelle a été son activité à l'intérieur de la Fédération révolutionnaire arménienne. Donc, il est transféré à Alep et le livre a été publié à Beyrouth, un peu plus tard, au milieu des années 30. Et là, il s'appelle Viken Klag. Pourquoi ? Parce il s'est approprié le prénom de Viken Mamigonian, donc 12e siècle, et il s'est approprié le nom de Klag, c'est-à-dire le premier abbé du monastère de Sulkarabet, qui est censé avoir été fondé par tout simplement notre illuminateur, c'est-à-dire Grigor Lusavovitch. Donc on est là entre la légende et l'histoire, et lui s'approprie fortement ce prénom et ce nom qu'il rajoute à Garo Sassouni et qui véritablement marque le personnage. C'est-à-dire jusqu'à la fin de ses jours. Quelles que soient les activités auxquelles il va se livrer, qui sont d'ordre politique et qui sont plutôt d'ordre culturel, les 30 dernières années de sa vie, il se revendique comme un enfant de ce pays perdu, puisqu'il n'y a plus d'Arméniens dans le Sassoun, sauf 2 ou 3 familles, massacrés, dont la population a été massacrée, et perdu aussi parce que c'était le pays de son enfance. Et chacun d'entre nous sait que, quel que soit notre âge, nous ne redeviendrons plus jamais l'enfant que nous avons été. Il est donc habité par ce que j'appelle une nostalgie inextinguible, c'est-à-dire rien, absolument rien, ne peut éteindre cette nostalgie du pays. Mais puisque nous en sommes là en train de parler de cela, je voudrais dire qu'il a réussi quand même à faire quelque chose. Par ses textes, à nous communiquer à nous ses propres souvenirs, à les communiquer à ses fils, en particulier à Papken Sassouni, qui vit actuellement à Los Angeles, et qui est devenu le réceptacle et en quelque sorte l'héritier des souvenirs de son père. Alors justement, le Sassoun, c'est quand même assez important d'évoquer cette région parce que pour ceux qui l'ont, comme Garo Sassouni, qui ont passé leur enfance là-bas, ils en parlent comme si c'était un petit paradis. Et aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit à Bolis, que ce soit en Arménie, il y a des groupements de Sassounsi qui restent très liés, très solidaires et très attachés, même s'ils n'ont jamais vu le Sassoun, à leur terre natale. Ça, c'est tout à fait exact, mais ils ne sont pas très nombreux. Bon, nous verrons tout à l'heure peut-être dans quelles conditions on trouve des Sassounsi en Arménie. Pourquoi y a-t-il des Sassounsi en Arménie? Ça viendra dans l'histoire tout à l'heure. Mais je pourrais d'ores et déjà dire que, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, on trouve des Sassounsi dans les usines métallurgiques et mécaniques américaines de la région de Détroit, dans le Michigan américain, parce que avant la Première Guerre mondiale, ces Sassounsi qui vivent dans un pays extrêmement pauvre, extrêmement rude, où le blé ne pousse pas parce qu'on est dans un pays de montagne, tout est au-dessus de 1500 mètres, on est à 1500 mètres. Donc on mange du millet, de gulgul, c'est-à-dire un pain pauvre. Hein, le gulgul, bon, c'est pas du tsoren, ce n'est pas le blé. Bon. Et on vit de quoi? Hier comme aujourd'hui, les paysans élèvent des chèvres. Qui broutent tout ce qu'il y a sur les flancs des montagnes, qui fait que les montagnes sont absolument désertifiées par ce pâturage, ce surpâturage des caprins. Bon, et ça ne permettait pas aux familles très très nombreuses. Tout à l'heure, j'ai dit qu'Anna Mayrig avait eu 8 enfants, mais c'était tout à fait banal d'avoir 8, 10, 12 enfants. Mais quand même, c'était une famille riche parce que son mais père même encore aujourd'hui.
dans le Sassoun où nous sommes allés, où nous avons vu quelques familles arméniennes, où nous avons constaté que les femmes, les mères, ces familles arméniennes avaient encore au minimum 5-6 enfants. Bon, les enfants partent, mais ils partaient à l'époque. Alors, dans ces Sassoun-ci avaient déjà commencé à émigrer temporairement aux États-Unis, en Grèce d'abord. Ils ont participé, par exemple, à la construction des chemins de fer, du chemin de fer Paris, Istanbul, Bagdad-Ban, Berlin, Istanbul, Bagdad. Donc des travaux rudes, des travaux manuels. Hein. C'est pas des intellectuels. Ou aux États-Unis. Et si je rappelle ça, c'est que dans les archives du Tashnakhtutun, les archives de la Fédération révolutionnaire arménienne, dont le 10e tome vient d'être publié à Beyrouth par Yervant Pamboukian. Voilà, qui a succédé à Dasnabedian et qui publie année par année un choix, bien sûr, des archives. J'ai été toute émue de voir qu'en 1913, il y a des traces qui montrent que un groupe de Sassoun-si de la région de Didreuil envoie au comité, disons, central d'Aron Duruberan, c'est-à-dire de la région de Mouch Sassoun, quelques dollars qu'ils ont ramassés entre eux pour l'envoyer au pays. Bon, ça montre à la fois le lien, la pauvreté de ces ouvriers américains et le fait que, effectivement, après la Première Guerre mondiale, ils deviendront des véritables piliers de la Fédération révolutionnaire arménienne aux États-Unis. Des fidèles piliers. Garo Sassouni, enfant, il était très agité, il aimait la chasse, il était tout le temps dehors, à tel point que le jour où son père, très malade, il devait mourir, il était étonné de voir qu'il y avait de la tristesse, ce silence à la maison, parce que c'était pas habituel, et il savait pas généralement ce qui se passait à la maison, parce qu'il était tout le temps dehors. Et c'est là qu'il a eu un petit accident, une chute, qui l'a rendu, qui a fait de lui un enfant boiteux, puisqu'il avait un problème au pied, ce qui a peut-être poussé cet enfant à plutôt poursuivre ses études que de poursuivre la chasse. Ah bah c'est exactement la morale de l'histoire. Il y a une chute dans cette histoire. Il y a une double chute. L'enfant est un enfant absolument insupportable, un petit garçon extrêmement vif et extrêmement aventureux, qui veut imiter ses grands frères, qui va à la chasse dans les ravins. Et effectivement, quand on voit le paysage du Sassoun aujourd'hui, on comprend à quel point ça peut être dangereux de dévaler. Donc, il se brise au moins une jambe. La médecine de l'époque est impuissante. Il n'en meurt pas, il aurait pu en mourir, et il restera topal, c'est-à-dire topal, ça veut dire boiteux toute sa vie. Il portera toute sa vie. Ceux qui l'ont connu à Beyrouth savent qu'il portait des chaussures compensées, des chaussures de pied beau. Bien entendu, cet handicap physique ne le préparait pas à première vue à devenir un guerrier, à devenir un fédaï. Parce que les circonstances historiques vont en décider autrement. Mais effectivement, l'histoire se termine par le fait que ce gamin qui pendant des mois reste au lit, qui est sauvé de la mort, va non pas aller à la chasse, mais aller à l'école. Et là, il faudrait peut-être ouvrir une parenthèse au fait que le Miatia Lengelutiun, qui avait été créé à Constantinople en 1880 de l'union de 3 sociétés de culture arménienne, Mshagutaïn, Lengelutiunner, dont l'objectif était de répandre, plutôt de fonder des écoles pour les garçons, mais aussi pour les filles, en Anatolie, pour hisser le niveau culturel du peuple arménien. Ce Miatia Lengelutiun avait créé en 1880-81 une école à Mouch, une école qui va jouer un rôle d'illuminateur, si on peut dire, pour toute la région, qui aura au maximum 300 élèves, mais ces 300 élèves, à leur tour, deviendront certains instituteurs pour aller à leur tour enseigner dans des écoles de village. Et à Aronk, ce village de Aronk, grâce aux parents de Khazar, le père, et Anna, la mère, qui elle-même est d'ailleurs d'extraction princière, elle aussi, elle appartient à une famille d'Ishran, vont créer une école qui va vivoter à Aronk, l'unique école
du Sassoun à cette période-là. Grosso modo, de 1881 jusqu'en 1896, au moment des massacres de 94-96, l'école sera définitivement fermée. Et cela permet au frère aîné de Garo et à lui-même de suivre l'enseignement de cette école quelques années. Il est né, je vous ai dit, en 1888-89. L'école est fermée en 96. Mais entre-temps, il sera envoyé à Mouche. Alors, les voyages à Mouche sont évoqués il a écrit beaucoup, il a beaucoup écrit pour ses propres enfants. Il a écrit un texte qui n'est pas publié, que j'ai eu entre les mains d'une 50aine de pages, qui est un texte dactylographié, inachevé, où il s'adresse à ses enfants, à ses 3 fils, Soulen, Viken et Papken. Soulen est né à Yerevan, Viken est né à Tabriz, et Papken est né en France. Vous voyez, ça vous donne quand même un peu un historique de cette famille de Sassounsi, dont les enfants sont nés un peu partout, donc déjà jusque dans la diaspora. Il dit à ses fils, il s'adresse à ses fils, c'est écrit à la fin des années 40 à Beyrouth, vous êtes nourris, vous vivez en quelque sorte dans des conditions confortables, vos corps sont satisfaits, mais votre âme n'est pas satisfaite parce que vous n'avez pas connu vos grands-parents, vous n'avez pas connu le pays, et il est saisi de cette peur qui nous saisit, nous aussi, en face de nos enfants. C'est-à-dire que nous avons nos propres souvenirs, nous avons notre héritage, et on a en face de soi des enfants nés dans la diaspora, qui ont grandi dans une culture absolument différente, et qui deviennent en quelque sorte étrangers, enfin, autres, en tous les cas, autres. Et il essaye de faire passer l'histoire de sa famille. Et dans cette histoire de sa famille, on retrouve, enfin inachevée, je répète encore une fois, toute cette histoire culturelle, ses frères, ses sœurs, enfin sa sœur, parce qu'il y en a une qui est morte assez jeune. Il essaye en quelque sorte de recréer pour ses enfants un berceau familial que ceux-ci n'ont pas eu, pour les mettre en garde en quelque sorte contre la dispersion qui les menace. Alors avant de commencer de parler de son parcours politique, quand même 2 mots sur les études, parce qu'à un moment donné, il voulait faire de la médecine et partir à Beyrouth. Alors d'abord, il faut dire que c'est son père, juste avant de mourir, il annonce à la famille « Donnez la moitié de ma fortune à mon fils Garo, qu'il adorait, plus que les autres ». Et il lui donne la moitié de sa fortune pour justement poursuivre ses études. Oui, mais alors là, il faudrait revenir un petit peu sur son parcours scolaire. Donc tout boiteux qu'il est, tout opale, il va passer plusieurs années à Mouche comme élève d'une école. Alors ce n'est plus l'école que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'est plus l'école du Miatial qui a été fermée, elle aussi en 1896, mais c'est une nouvelle école fondée par les Mritalistes. Bon, collège des Mritalistes. Et dans ce collège des Mritalistes, il reçoit une très bonne éducation qui est à la fois, enfin, pour l'époque, à la fois moderne, parce que les Mritalistes apportent un savoir européen, occidental, et puis en même temps fondé sur la connaissance du Krapar, des grands textes historiques, Mofses Khorenati, et puis aussi, cette école a été créée dans une période un peu particulière de l'histoire intellectuelle des Arméniens, puisque à partir du monastère de Soubkarabet, 2 grandes figures de moines ont exercé un prestige énorme sur la région, c'est Chrimian Hayrik, le Chrimian, alors ça il faudrait faire l'historique de Chrimian, qui a été patriarche de Constantinople, puis qui mourra catholicos de tous les Arméniens et Tchmiadzin en 1907. Chrimian Hayrik qui a été le fondateur aussi d'une presse, d'un journal, enfin pas d'un périodique qui à Soubkarabet s'appelle Artsevik, et qui avait déjà créé l'équivalent à Van. Enfin, on peut pas entrer maintenant dans les détails. Et l'autre, c'est Zervantians, l'abbé Zervantians, qui lui a été l'inventeur de David de Sassoun. Quand je dis l'inventeur, ça veut dire qu'il a recueilli. C'est lui qui le premier, enfin, est censé
être le premier à avoir recueilli auprès des paysans arméniens différentes variantes de la légende de David de Sassoun et de les avoir inscrites. Après lui, il y aura d'autres ethnologues ou d'autres anthropologues qui s'intéresseront à ce David de Sassoun. Donc, il grandit, il devient adolescent dans ce milieu-là. Et quand il termine ses études en 1906, il a 18 ans à peu près, il entre dans la Fédération révolutionnaire arménienne, c'est-à-dire dans une cellule, bien entendu clandestine, qui existe à Mouche, Daron, et ce qui veut dire que d'emblée, il entre dans la vie politique, qui met une vie déjà de révolutionnaire, puisque nous sommes... Avant même qu'il entre au sein du parti, il est emprisonné parce qu'il y a une histoire d'une lettre écrite à son frère. On vient le chercher à l'école, il reste 3 jours. Il a 14-15 ans. Oui, 14-15 ans, et lui, il dit, c'est ces 3 jours de prison qui ont forgé, qui ont créé en moi cette vocation révolutionnaire. Oui, parce que c'est lié à l'histoire de son père, etc. Enfin, la police ottomane est particulièrement active dans cette région. Il n'y a aucun doute. Donc, on est en 1916. Je vous rappelle que c'est la date à laquelle Rupen, si vous avez lu les mémoires du révolutionnaire Rupen, arrive dans le Daron comme Kordzic, c'est-à-dire comme activiste envoyé par le parti, et il entre dans un Yergil, dans un pays dont on disait que c'était l'enfer. Une fois qu'on rentrait dans ce pays, la situation économique, sociale et politique était tellement tendue, tellement difficile qu'on n'en revenait plus. Rupen, on appelait ça l'enfer du Daron. Bon. Alors, de 1906 à 1908, cette région-là subit toutes sortes d'à-coups de la part des achirètes kurdes, c'est-à-dire des chefs des tribus kurdes. Il y a différentes espèces de tribus, d'organisations tribales kurdes dans cette région. Il n'y a aucun doute que, à cette date-là, la population kurde est déjà devenue majoritaire, soit à la suite de massacres, soit à la suite d'émigrations économiques. Tout à l'heure, j'ai évoqué les Sassounsi qui sont allés jusqu'aux États-Unis, mais beaucoup plus proche du Sassoun, c'était Bolis, Constantinople, qui était le lieu où les paysans misérables de Mouche ou de Sassoun essayaient de se rendre pour devenir hamal, c'est-à-dire... porteur. Oui, voilà, c'est-à-dire pour vivre d'une vie tout à fait misérable aussi, pour pouvoir éventuellement payer les impôts au pays. C'était ça, le cycle économique. Bon. Il y a derrière tout ça un problème extrêmement grave, on ne va pas évoquer ici, on va juste l'évoquer comme ça en passant, c'est le problème agraire. C'est-à-dire que c'est la raison de l'aggravation de la situation de la population arménienne dans cette région, qui est une région rurale essentiellement, c'est le fait que les paysans arméniens se sont vus enlever leurs terres, soit au moment des massacres de 94-96, soit beaucoup plus simplement parce que depuis l'apparition des Russes au Caucase, il y a une grosse migration des populations musulmanes, les Tchétchènes, les Ingouches, les Oubirs, les Abkhazes, vers l'Empire ottoman. Et ces Mouadjir, comme on dit, c'est-à-dire ces musulmans émigrés, sont installés par le pouvoir là, dans la région, sur les terres arméniennes, et le paysan arménien voit diminuer chaque jour ses propres terres, n'a pas les moyens de faire valoir son tapou, c'est-à-dire le bail. Le bail, si on veut, le document de propriété. De propriété, puisque depuis 1858, il y a dans l'Empire ottoman, au titre des tanzimat, c'est-à-dire des réformes, une organisation de l'économie agraire sur cette base-là. C'est-à-dire, on doit donner des documents aux cultivateurs, mais ces documents, d'abord, c'est très difficile de les avoir. Et ensuite, une fois qu'on les a, de les faire valoir auprès de l'Achiret, le chef de tribu kurde, qui passe l'hiver dans le village et qui exige des villageois qu'on entretienne sa troupe, qu'on lui donne du blé, qu'on entretienne ses animaux, etc. Des conditions extrêmement difficiles. Donc notre jeune Garo devient Tashnak Sagan, devient
membre de la Fédération révolutionnaire arménienne. Et il ne gagnera pas encore Beyrouth, mais il va aller à Diyarbakir. Diyarbakir, dont on a beaucoup parlé cette année ou l'année dernière à cause de la restauration de Souk Kilagos, et puis aussi cet été parce qu'il y a eu une exposition à laquelle a participé l'association de Marseille, Aram, accompagnée des journalistes français. On fait un tour par là. Donc, Diyarbakir est devenu une espèce de phare de l'amitié arméno-kurde naissante. Mais puisque précisément on parle de l'amitié arméno-kurde, disons que le monde dans lequel vit Garo, dans lequel vivent les Arméniens à cette époque-là, c'est un monde dans lequel Kurdes et Arméniens cohabitent, mais dans des conditions totalement conflictuelles. Alors, avec cette différence formidable, c'est que les Kurdes sont armés, les Arméniens en tant que chrétiens ne le sont pas, et qu'un des objectifs précisément de la Fédération révolutionnaire arménienne, c'est de faire parvenir, soit à partir du Caucase, soit à partir de la Perse, de l'armement. Mais faire parvenir l'armement jusqu'au Sassoun, pour que ces villages arméniens puissent pratiquer l'autodéfense. Il n'est pas question d'indépendance, il est question d'autodéfense. Ça, c'est un point extrêmement important. Pour l'instant, on ne parle pas d'indépendance. Non, mais personne. Dans le parti, il n'y a jamais eu un programme d'indépendance de l'Arménie occidentale, de l'Arménie turque. Parce que les conditions démographiques et les conditions de voisinage étaient telles que ce n'était pas possible. J'insiste un peu là-dessus parce que, comme vous le savez, le 9 janvier, il va y avoir à Paris un petit colloque. Un petit colloque qui va regrouper des Arméniens, des Kurdes et des Assyro-Chaldéens dans le cadre de la cohabitation de ces émigrés en Île-de-France, dans le cadre francilien. Donc, ce sera l'évocation des problèmes actuels, de la solidarité actuelle qui lie ces groupes en France face à la situation qui existe actuellement au Proche-Orient, où les chrétiens d'Orient et les Kurdes sont persécutés, ou face à un danger très grand. Mais ceci ne doit pas faire oublier que nous ne cohabitons pas. Enfin, même si à Alfortville, il y a des Kurdes, il y a des Turcs, il y a des Arméniens, mais c'est pas vraiment une cohabitation. Tandis que dans le passé, un siècle auparavant, ou 70 ans auparavant, c'est vraiment une cohabitation sur le terrain. Alors, et une cohabitation difficile. On va parler des relations des Arméniens et surtout du Tashnak Tutun avec les Kurdes durant ces années-là que vous évoquez, mais également plus tard dans les années 30. Et Garo Sassouni était très impliqué dans ces relations pour peut-être, pour aujourd'hui, avoir une idée de ce que était le background, si je puis dire, de ces relations. Mais continuons quand même dans l'histoire, la politisation, enfin son entrée dans le monde politique. Il a été propulsé devant le public pour la première fois peut-être parce que c'était aussi un orateur, et à 20 ans, quand il y a eu la révolution jeune turque, et les Arméniens étaient ravis de voir ces changements. Enfin, le sultan était en quelque sorte mis à l'écart, et c'était la fête pour tout le monde. Et là, il prend la parole, mais il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans. Et comment se fait-il? Pourquoi lui? D'abord parce qu'il était, alors entre 18 et 20 ans, il a été instituteur à Diyarbakir, évidemment un instituteur et un tachnak clandestin. Diyarbakir qui est déjà une ville largement kurde à l'époque. Aujourd'hui, c'est la capitale des Kurdes, de Turquie. Diyarbakir doit y avoir 1 200 000 habitants, dont 90% sont kurdes. Dont le maire, il y a 3 semaines, s'est excusé oui. Pour demander pardon aux Arméniens. Voilà. On nous accepte. Enfin, je ne sais pas si j'ai accepté pardon. Moi, je ne sais pas trop ce que cela veut dire, pardon. Mais c'est quand même une prise de conscience importante. Oui, c'est une prise de conscience, mais c'est aussi un acte politique aujourd'hui. Voilà, mais là, on parle des Kurdes, pas des Turcs. On est en 1908, et précisément en 1908, à Souk-Kilagos, dans la cour de cette église monumentale Souk-Kilagos à Diyarbakir, qui, d'après les souvenirs de l'époque, pouvait rassembler jusqu'à 5000 personnes. Ça me paraît des chiffres un peu extravagants, mais enfin bon, peu importe, c'est ce qu'il écrit dans ses mémoires. Il y a
au lendemain de la révolution jeune turque, un rassemblement des Arméniens, des Kurdes et des Turcs. Donc, il s'agit effectivement, sur place, de commémorer ensemble la révolution qui vient d'avoir lieu à Constantinople, qui a renversé qui a renversé le pouvoir d'Abdulhamid en l'obligeant à restaurer la constitution de 1876. Bon, Abdulhamid restera encore sultan jusqu'au printemps 1909, mais pour le moment, c'est l'été 1908. Donc, il s'agit de glorifier l'entente entre ces au moins 3 éléments, peut-être même des Assyro-Chaldéens, peut-être même quelques Juifs qu'il y avait dans la région. On va glorifier cette révolution. Et le jeune Garo est propulsé sur scène. Alors il y a une scène assez drôle parce que il prend la parole. C'est la première fois qu'il prend la parole. Comme on a dit, il boite. Il a du mal. On a organisé une scène en bois. Mais je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui boitait aussi. Alors, et après lui va prendre la parole Valdkes Serengilian, qui lui est un Tashnakhtsagan aguerri qui vient de passer quelques 7-8 ans en prison, 7-8 années en prison, qui lui est devenu boiteux Topal, mais pas parce qu'il était chasseur, mais parce qu'il a été torturé. Et d'ailleurs, Garo Sassouni, avec d'autres, organisé sa sortie de prison. Mais ils n'ont pas réussi et c'est la révolution qui a permis à Valdkes de sortir de prison. Et Valdkes lui dit gentiment, il lui dit, allez Topal, boiteux, descends de scène pour qu'un autre Topal puisse monter. Mais moi, je voudrais manifester ma très très grande sympathie pour Valdkes Serengilian, qui est un personnage extraordinaire de militant de terrain, et comme moi, vous savez que sa mort sera terrible puisqu'il était député, lui aussi, au Parlement ottoman, et il sera arrêté et déporté avec Nikol Zorab et tué en même temps, les deux ensemble. Écrasé, enfin tué dans des conditions épouvantables, en même temps, sur la route de Diyarbakir, oui. D'ailleurs, sur la route où le gouvernement ottoman les avait exilés, donc ça se passe l'été 1915. Mais selon certains témoins, il était très courageux face à la mort, contrairement à Nikol Zorab qui était plus affaibli. Il en pleurait et ça se comprend évidemment. C'était la fin de cette vie glorieuse qu'il avait. Il écrivait à sa femme. Valdkes était un personnage tout à fait exceptionnel. Bon. Alors, le jeune Garo va bénéficier miraculeusement de cette révolution jeune turque, parce que il n'ira pas à Beyrouth faire des études de médecine, mais il va aller à Constantinople, où il entre d'abord au lycée Getronagan. Il a 20 ans passés, oui. Mais apparemment, malgré les bonnes leçons qu'il avait reçues à Mouche, elles ne sont pas suffisantes. Donc, on va le recycler intellectuellement, enfin en tous les cas scolairement, et ça va lui permettre d'entrer à la faculté de droit. Je vous rappelle d'ailleurs que Nikol Zorab enseigne dans cette faculté de droit à Constantinople. Donc, il entre à la faculté de droit, et lorsque la Première Guerre mondiale va arriver, il aura juste terminé, disons, l'équivalent d'une licence de droit. Donc, ce n'est pas un autodidacte, mais c'est quelqu'un dont les études vont s'arrêter, et dans des conditions que je ne saurais pas vraiment expliquer, il se retrouve au Caucase au moment de la déclaration de la guerre, un peu comme un autre grand personnage de cette période, de cette histoire, c'est Garo, mais alors... Bastarmadjian. Alors peut-être qu'il se trouve au Caucase pour une raison très simple, parce que Simon Zavarian lui demande, et puis avec d'autres éléments du Tashnakhtun, de partir dans le Caucase, est-ce que je me trompe sur la date, pour aller dire aux Tashnakhtsagan du Caucase de faire très attention, de ne pas faire des activités, comment dire, Tsutsagan, c'est-à-dire très visible, pour ne pas embêter les Arméniens de l'Arménie occidentale, ne pas susciter une sorte de frustration ou de colère côté turc en disant que regardez, vos frères en Arménie orientale, dans le Caucase, se préparent à une guerre contre nous. Donc, il est envoyé pour dire aux autres, attention, calmez-vous. Mais une fois là-bas, il se jette dans l'eau lui-même. Il entre dans une des 5 troupes des volontaires, des volontaires arméniens du Caucase. Enfin,
une tactique, comment dirais-je, une décision sur laquelle pendant des années dans la diaspora, les militants du parti et les autres ont réfléchi en se disant est-ce que c'était intelligent, est-ce que c'était ne pas prendre des risques énormes d'avoir créé ces armées de volontaires arméniens. Ça n'a jamais dépassé 4 à 5 000 personnes, hein, mais que c'était contraire aux décisions du 8e congrès du Tashnakhtutun, août 1914, où le Tashnakhtutun avait refusé de soulever les Arméniens du Caucase et avait annoncé que partout, chacun ferait son devoir. Soit les Arméniens du Caucase dans le cadre de l'Empire russe et les Arméniens de Turquie qui font désormais leur service militaire depuis 1909. Parce que je vous rappelle, tout à l'heure, je vous ai dit que les Arméniens n'avaient pas le droit de porter des armes. Un des bienfaits, si on peut dire, de la révolution jeune turque, ça a été de permettre aux non-musulmans, les Arméniens, les Juifs, les Assyro-Chaldéens, les Grecs, de faire leur service militaire, de devenir des soldats. Et par conséquent, des vrais citoyens de cet empire ottoman, désormais doté d'une constitution, etc., etc. On ne peut pas développer tout ça. Mais Garo, par contre, on le retrouve. Je disais que c'est Zavarian qui l'a envoyé. C'est une erreur, pardon, parce que Zavarian était déjà mort. Mais par contre, 13... Zavarian précédemment l'a envoyé dans le Daron, justement pour aller compléter le travail de Rupen. Bon. En quelque sorte. Oui, mais il rencontrera Rupen, ils vont se rencontrer à Erzurum en 1913, au moment où Rupen a été rappelé par Zavarian de Genève, où il est censé faire des études, où il fait des études, où il se fait un peu prier pour venir au pays prendre la succession de Zavarian, qui est mort en 13, et 1913, bon, de façon inattendue, et puis Garo, en effet, va aller à Surp Karabet. Une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est cet été 1913. L'été 1913, c'était l'année 13, c'était l'année du jubilé de la conversion, non pas de la conversion au christianisme, de la création de l'alphabet arménien. Et l'invention, c'était le 1500e anniversaire de l'invention de l'alphabet arménien. Et les 400e anniversaire de l'invention de l'imprimerie arménienne. Et cette année de jubilé avait été lancée par le Catholicos Kevork V à partir de Chmiadzin et avait donné lieu à des manifestations un peu extravagantes d'orgueil à Istanbul, devant Talyat en particulier, présent dans l'église du patriarcat. Et de même, à Surp Karabet, on avait prévu que le 7e congrès du Tashnakhtutun, la Fédération révolutionnaire arménienne, se tiendrait dans le monastère même. Donc il y a un grand rassemblement en 1913 dans ce monastère, mais les Arméniens du Caucase, les délégués arméniens du Caucase n'arrivent pas à temps. Et donc une partie des participants reste sur place et une autre partie va se diriger à Erzurum, qui était plus près de la frontière russe, pour que les délégués de Russie et les délégués qui venaient d'Europe et les délégués de l'Empire ottoman puissent se rencontrer. Et c'est à Erzurum que va se dérouler ce 7e congrès. Et c'est au cours de ce voyage que Garo Sassoni rencontre Rupen. Rupen arrive d'Europe et lui va, à ce moment-là, va prendre le bateau pour retourner à Istanbul. Je voudrais quand même dire, au passage, que ces quelques années qui sont passées de 1908 à 1914 ont été des années de réveil culturel arménien à Istanbul, enfin à Constantinople. Je me souviens que Vaïo Chagan, quand il parlait de cette période-là, avait quelques trémolos dans la voix. Et même, tout simplement, si on fait aussi, si on prête attention à ce que Grigor Bolodian écrit ou enseigne ou a enseigné aux langues orientales, nombreux sont ceux qui insistent sur les écrivains, la culture à Constantinople, etc. Et c'est incontestable. C'est d'ailleurs pour cela qu'on voit les dégâts du génocide, car au-delà des 1 500 000 victimes, c'est toute une civilisation, c'est tout un réveil culturel, le théâtre, les journaux. Si vous permettez, moi j'indique cet exemple qui est assez révélateur pour moi.
quand j'étais à l'université d'Aix-en-Provence, dans les librairies, j'avais trouvé une petite brochure dans laquelle il y avait la liste de toute la presse ottomane de Turquie, non pas de l'Empire ottoman dans son ensemble. Et là, on voyait que 60% des rédacteurs en chef ou de propriétaires, de responsables de la presse de Turquie, non pas de la presse arménienne de Turquie, étaient des Arméniens. Donc, c'était révélateur de l'influence, de la place des Arméniens dans la culture arménienne, mais aussi dans la culture ottomane turque, parce que la musique, le théâtre turc en langue turque était aussi pas dans les mains des Arméniens, mais les Arméniens étaient très actifs là-dedans. C'est exact, mais c'est cette espèce d'avance culturelle des Arméniens qui était vécue, je dirais, avec une certaine liberté à Constantinople, entraînait des différences culturelles extrêmement dangereuses en Anatolie orientale. Si on comparait ces avances culturelles des Arméniens aux Kurdes, qui n'avaient pas de littérature écrite, qui étaient dans une période qui n'était pas rassemblée, qui était complètement divisée en tribus rivales les unes avec les autres, cette différence culturelle est apparue à terme extrêmement dangereuse pour les Arméniens. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Quand vous parliez de la présence de Talat à ces manifestations culturelles arméniennes, Vagan Dadrian disait un jour à une conférence que ce sont ces avances, cette avance arménienne dans la sphère culturelle qui a fait penser probablement aux responsables turcs qu'on ne pouvait pas laisser faire les Arméniens avoir le dessus sur la population turque. Alors, en tous les cas, dans cette période qui va de 1908 à 14, la Fédération révolutionnaire arménienne, qui en principe est apparue comme étant une alliée politique des jeunes Turcs, au moins au début, jusqu'en 1911-12, date à laquelle les relations vont se tendre, voire même vont devenir antagonistes. Parce que les réformes n'ont pas été faites, les promesses n'ont pas été tenues, parce que la situation dans le Yergil, au pays, est devenue catastrophique. À Constantinople, il y a une union des étudiants arméniens du Tashnakhtun qui est très active, qui publie un journal qui s'appelle Yerbunk, qui veut dire Gézine, journal autour duquel sont réunis des jeunes gens, et c'est probablement là que ce jeune Garo, qui est très actif dans ce milieu, rencontre Hrbsime Mesadrian, qui est une jeune femme très en avance aussi pour son époque, qui a fait des études au Robert College, qui sait des langues étrangères, et qu'il retrouvera à Tiflis beaucoup plus tard, c'est-à-dire en 1917, et qu'il épousera. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire du Liban, il faut savoir que cette Hrbsime, qui est connue au Liban, je ne sais pas pourquoi, sous le diminutif de Léola, a été la présidente longtemps du Hayo Knutian Comité, c'est-à-dire de l'équivalent. La Croix de secours arménienne. Voilà, la Croix de secours arménienne, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge. De la Croix bleue, de la Croix-Rouge, là-bas, a été un personnage aussi extrêmement actif, mais dans la sphère, les orphelins, féminine, mais en même temps intellectuelle et féminine. Oui. Bon, alors, on termine cet épisode pour retrouver Garo Sassouni au moment où la Turquie entre en guerre. Il faudra peut-être juste rappeler que vous avez parlé de sa femme qui parlait des langues étrangères, mais Garo Sassouni lui-même parlait très bien l'anglais et le français. Oui, mais enfin ça, il l'a surtout affiné au cours de ses séjours en Occident. Oui, mais déjà, il apprenait ces deux langues. Il apprend ces langues sur place, mais il a vécu de longues années en France, puisque pratiquement il a passé plus de 10 ans de sa vie en France, à Chaville, et puis il a été envoyé comme Korzic, c'est-à-dire comme activiste aux États-Unis à la fin des années 20, par 2 fois, pour aller ranimer un petit peu le patriotisme des émigrés arméniens. Donc il a aussi sur le terrain une expérience américaine qui l'obligeait à pratiquer l'anglais. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On en est à l'entrée de la guerre en Turquie, de la Turquie en guerre, novembre 1914, alors que la guerre a commencé en Europe en août 1914, que cette entrée de la Turquie remet totalement en question, ou plutôt la guerre, qui oppose les deux camps antagonistes c'est-à-dire de la triple alliance et de la triple entente. La triple alliance, c'est le
l'Autriche, Hongrie, l'Allemagne, enfin l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et même un peu l'Italie, mais l'Italie va se retirer de cette alliance en 1915. Et la triple entente, c'est la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Ces deux camps antagonistes vont s'affronter sur différents terrains, mais ils vont aussi s'affronter sur le terrain de l'Arménie, sur l'échiquier arménien, si on peut dire. L'Arménie, la géographie de l'Arménie, il suffit de jeter un coup d'œil. Si on sait que l'Empire ottoman, qui va opter pour l'alliance avec Berlin, avec l'Allemagne, et contre la Russie, autour de la mer Noire, le long du Caucase, bien entendu, l'Arménie va devenir un enjeu. Les populations qui sont là vont devenir des victimes toutes désignées, si on fait attention au fait que, en février 1914, la Russie, la diplomatie russe a réussi à obtenir, alors des Allemands, des Français, des Anglais, des accords sur, enfin, des réformes en Arménie, dans les provinces arméniennes, dans les 6 vilayettes, et même les 7 vilayettes orientaux de l'Empire ottoman, sous la houlette de 2 inspecteurs occidentaux, chargés de mettre en forme ces réformes pour, en quelque sorte, obliger la Turquie à reconnaître que maintenant qu'elle vient de perdre, après les guerres balkaniques, pratiquement tous ses territoires européens, que si elle ne réussit pas à pratiquer dans cette région, les 6 vilayets orientaux, une politique de réforme à laquelle les Arméniens seraient associés au prorata de leur population, avec participation des Arméniens à tout ce qui est, et aussi des Kurdes, mais les Kurdes n'ont pas de langue, je vous rappelle, enfin, ont une langue plutôt, ont des langues, ont des religions même, ont différentes formes de l'islam, mais n'ont pas, pratiquement pas d'école, sauf des écoles, des médresses, c'est-à-dire l'école coranique, mais où on parle pas le kurde. On apprend l'arabe, on apprend le turc éventuellement, mais pratiquement pas le kurde. Et donc, on sait que ces réformes vont favoriser les éléments arméniens pas contre, mais par rapport aux autres populations qui vivent dans ces régions. Or, ça, c'est quelque chose qui a été imposé aux jeunes Turcs. Et pour moi, mais je ne suis pas la seule à le penser, pour beaucoup d'historiens maintenant, il est clair que dès que la guerre éclate en Europe, Enver Pacha, Enver qui n'est pas encore Pacha, qui est Enver Bey, va se rendre à Berlin et signer un traité secret avec l'Allemagne, probablement pour empêcher que ces réformes puissent se traduire dans ces vilayets orientaux par une autonomie administrative sur le modèle de ce qui s'était passé en Bulgarie et qui amènerait soit à l'annexion par la Russie, soit un jour à l'indépendance. Ça, c'est... Enfin bon, sur le terrain, on peut prouver ces choses-là. Donc, voilà, la situation est celle-là. Elle est extrêmement dangereuse pour les populations arméniennes, parce qu'on a deux groupes là qui vont s'affronter, et pas n'importe quel groupe, parce que depuis le XVIIIe siècle, les relations entre la Russie et l'Empire ottoman sont conflictuelles, et depuis le XVIIIe siècle, l'Empire russe a grignoté petit à petit des espaces, soit aux dépens de l'Empire perse, soit aux dépens de l'Empire ottoman. Alors, il est où Garo Sassouni à ce moment? Garo s'engage, et on le retrouve à Sarıkamış. C'est la grande défaite essuyée par l'armée ottomane menée par Enver, qui s'est transformé en général, et qui va marquer le début de la catastrophe pour les Arméniens. Parce que le retrait de ces troupes turques, enfin de ces troupes ottomanes, dans lesquelles on trouve des Arméniens, mais dans lesquelles on trouve aussi, qui exige que l'on mobilise pour fournir à l'armée turque des chaussettes en laine. C'est l'hiver, ça se passe en janvier. Il fait moins 30, moins 40 degrés dans ces régions-là. Cette armée ottomane a été propulsée à l'est, mais doit vivre sur le pays. Bon, tant du côté turc que du côté arménien que du côté russe, d'ailleurs, les souvenirs des protagonistes montrent bien que cette bataille a été dans des conditions épouvantables. C'était une erreur militaire de la part En tous les cas, l'armée turque a été taillée en pièces. Bon.
les relations entre les Arméniens et les Turcs, ou les populations arméniennes plutôt, et les autorités turques se sont encore tendues, et Enver est revenu à Constantinople juste pour assister au débarquement des Anglais et des Français, cette fois-ci dans les détroits. Oui. C'est une longue bataille de Gallipoli dont on entendra parler cette année du côté turc. On se prépare beaucoup de ce point de vue-là. Et je vous rappelle quand même aussi, c'est pas non plus sans intérêt, que le début de la bataille de Gallipoli, c'est le 11 avril 1915, 11-24 avril, le début des déportations des intellectuels arméniens d'Istanbul. Voilà une atmosphère complètement tendue. Et notre Garo, maintenant, est du côté du Caucase, entre Tiflis, où il vient de se marier, où est né son premier enfant qui va mourir au berceau, son deuxième fils, et Yerevan, qui petit à petit, dans cette espèce de atmosphère de guerre qui n'est pas encore un chaos, puisque l'Empire russe est encore présent, mais qui est une situation extrêmement tendue, il va entrer complètement dans la vie politique, et cette vie politique va être marquée. Alors 1915, on ne va pas faire l'historique de ce qui s'est passé en 1915, mais on peut revenir à l'année 1916. 1915, Van, la population arménienne de Van, est sauvée par son autodéfense, mais aussi par l'arrivée de l'armée russe et des volontaires arméniens, en particulier en Tranik. Donc tout le monde sait ça. Donc qui viennent sauver cette population arménienne de Van et occuper de l'autre côté des contreforts montagneux la plaine de Mouche. Mais quand ils arrivent dans la plaine de Mouche en 1916, la population arménienne, c'est-à-dire 100 000 Arméniens de Mouche et du Sassoun, ont disparu. Parce que là, il n'y a pas eu de déportation. Là, la situation géographique est telle. Il n'y a pas eu de déportation. Il n'y a pas eu de déportation. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Les gens étaient massacrés sur place. Parce que c'est une zone de guerre. On est sur le terrain de la guerre, là. Il y a eu des gens qui ont survécu à ça, parce qu'ils sont enfuis dans les montagnes, dans les villages, etc. Quand vous mettez en tête de massacrer les gens, dans des conditions atroces, vous ne saisissez pas tout le monde. Bon, toujours est-il qu'en 1916, dans les fourgons de l'armée russe, arrivent les délégués du Tashnakhtutiun du Caucase, Garo Sassouni et Roupen, qui sont chargés à Mouche, à partir de Mouche, de retrouver les survivants. Et c'est là que Garo apprend la catastrophe qui s'est abattue sur sa famille. Non seulement les Sassouniotes ont été massacrés, mais Anna Maïrik et ses frères, Anna Maïrik, sauf ses deux plus jeunes frères qui, eux, avaient pu gagner ou Beyrouth ou Istanbul, mais avant 14. Mais son frère qui avait été délégué au 7e congrès du Tashnakhtutiun à Erzurum, sa mère, les 15 petits-enfants de sa mère ont été arrêtés, massacrés, etc. Enfin bon, il découvre l'horrible vérité, l'état du Sassoun et l'état de sa propre famille, comme tous les autres. Bon. Et de 16 à 1917, l'action la plus urgente, que ce soit pour Roupen ou pour lui, Roupen retournera au Caucase, va regagner Tiflis assez rapidement parce que les événements s'aggravent. C'est de recueillir les survivants dans les cavernes, et je sais ce que ça veut dire maintenant. J'ai écrit ça dans le temps, enfin il y a quelques années, j'avais écrit un article qui s'appelait Mouche 1915, et j'avais écrit, ce que j'avais lu, que des femmes avaient trouvé refuge dans des cavernes avec leurs enfants survivants, en mangeant de l'herbe, en mangeant ce qu'on pouvait manger, avaient survécu, étaient sortis de là complètement ensauvagés, c'est-à-dire des personnes qui avaient perdu figure humaine en quelque sorte. Et cet été, quand je suis allé au Sassoun, j'ai vu quelques-unes de ces cavernes, parce que le relief s'y prête, c'est du calcaire karstique. Il y a effectivement des cavernes avec parfois des croix dedans. Des croix, on a vu sur les murs, qui sont aujourd'hui devenues des bergeries pour les bergers qui mettent leurs moutons, qui mettent leurs chèvres. Bon. Et donc j'ai compris comment, en effet, on pouvait dans ce pays ravager, se réfugier dans des cavernes, survivre dans des conditions invraisemblables, mais survivre. Bon. Donc ils ont ramassé 7-8 000 personnes, 10 000 au maximum.
Et lorsque la révolution bolchevique a éclaté en Russie, Saint-Pétersbourg et Moscou, et que les bolcheviks ont donné ordre à l'armée russe de se débander, de revenir au pays. L'armée russe était des moujiks, des paysans russes, et de venir pour partager les terres, puisque c'était un des objectifs du Parti communiste, et que l'armée russe s'est défaite, qu'elle a abandonné le pays. Boupen et Sassouni, évidemment avec l'accord des survivants du Dashnaktsutun au Caucase, ont décidé de rapatrier cette population en s'ouvrant un chemin à travers les tribus kurdes, là aussi, parce que sur la carte, les distances ne sont pas grandes, mais quand on voit le relief et quand on voit les conditions dans lesquelles ces choses se sont faites, ça a été abominable. Il a fallu se battre pour arriver jusqu'au Caucase, manger en cours de route, même trouver de l'eau. Il m'a paru que l'eau n'était pas si courante. Il y a bien sûr des rivières au fond des vallées, mais si vous êtes sur les hauteurs, il n'y a pas de source, comme ça, évidente. Et dans des conditions épouvantables, ces populations ont été ramenées, installées dans la plaine de l'Ararat, pas très loin de la frontière, en particulier dans la région actuelle de Tallinn, entre autres, ou dans la région d'Alexandropol, à l'époque, qui est le Gümri d'aujourd'hui. Et ceux dont vous avez parlé tout à l'heure en début de cette émission, c'est-à-dire ces descendants de Sassontsi qui ont la conscience du passé et qui sont viscéralement attachés à un pays qu'ils ne connaissent pas, ce sont leurs propres descendants. Et parfois qui parlent encore le dialecte du Sassoon. Et ces hommes et ces femmes qui arrivent là, avec Garo Sassouni, il faudrait rentrer dans les détails très très compliqués de la situation psychologique et politique de ces Arméniens dans l'Empire ottoman réfugiés, Mourad, Sebastati Mourad, ou bien Zabel Esseyan, ou Antranik, ou Garo Sassouni, il y a quelque chose de fondamental qui va se passer. Ces hommes et ces femmes, Zabel Esseyan et l'État de Constantinople, mais les autres, ceux qui étaient du pays, qui venaient du Penachraj, dont le pays avait été ravagé, dont les familles avaient été déportées, vont se montrer les plus exigeants sur le plan politique concernant ce qui va devenir la République d'Arménie. Ils ont perdu le pays, il leur faut une terre. Cette terre, c'est en effet une partie de l'Arménie historique, autour des Chmeadzin de Yerevan. Mais cette terre, elle est aussi à 40%, si ce n'est pas à 50%, occupée par ceux qu'on appelle les Tatars, c'est-à-dire les Azeris d'aujourd'hui. Donc, cette terre, premièrement, il faut la conquérir, si je puis dire. Il faut en faire un bastion d'un État arménien, mais il faut en être encore convaincu de cela. Et c'est dans cette bataille que Garo Sassouni va s'engager, lui, un de ses frères survivants, armènes, il va jouer un rôle extrêmement important le 28 mai 1919. Vous savez, l'acte du 28 mai 1919, acte par lequel Horurt, le Catholicos, le parti, proclame pour le premier anniversaire de l'indépendance l'union de l'Arménie caucasienne et de l'Arménie turque. Une Arménie turque vidée de sa population. L'idée de l'Arménie libre, indépendante et ce qui unifiée. Entraînera une crise politique majeure que nous avons peut-être du mal à comprendre aujourd'hui, tant à Paris, auprès de la délégation de Boros Noubar Pacha, de la délégation nationale de Boros Noubar Pacha, qui est à Paris depuis 1912, que Kevork V a envoyé à Paris, avec l'accord, bien sûr, pas tout seul, avec l'accord de l'Askaïn Bureau, du Bureau national arménien de Tiflis, et au-dessus, bien sûr, du gouvernement russe, pour accélérer l'acceptation des réformes. C'est entre 12 et 14 que ça se passe. Et pour un certain nombre aussi d'hommes politiques arméniens du Caucase, cette union proclamée entre l'Arménie turque et l'Arménie russe, qui va devenir la base du programme du Dashnaktsutun, Miatsial Yevangach Hayessian, c'est-à-dire l'Arménie indépendante et réunifiée ou unifiée, comme vous voudrez, comprenant les deux parties, c'est-à-dire un programme territorial. Irréaliste, qui va se révéler irréaliste, malgré
les accords malgré le traité de Sèvres et malgré l'intervention du président Wilson qui va dessiner les cartes de la future Arménie. Ou plutôt irréalisable. Plutôt irréalisable, bon. Pas forcément irréaliste. Irréalisable et irréaliste parce qu'il n'y a plus de population arménienne. Oui, aujourd'hui on peut le dire. Bon, et cette région est entièrement maintenant débordante de mouadjils musulmans de toutes sortes, de ceux qui sont venus des Balkans, de ceux qui vont revenir des pays arabes, parce que les pays arabes sont soulevés. Enfin, c'est une situation incroyable. Incroyable. Mais tout est remis en question aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, à cause des événements qui sont en train de se passer entre l'Irak, la Syrie, que tout Turquie, est possible. Que toutes ces frontières, toutes ces décisions qui ont été prises après la Première Guerre mondiale sont remises en question aujourd'hui par l'état actuel des choses. Et je ne sais pas très bien quel va être l'apport des Arméniens et quel est le jeu que les Arméniens peuvent jouer dans ces conditions-là. Alors Garo est entièrement pris dans tout ça. Il faut quand même rappeler son travail par rapport aux réfugiés arméniens. Alors, justement, d'abord, il obtient, pas lui seul, mais il obtient que 12, d'abord, représentants des Arméniens de Turquie, réfugiés au Caucase. Alors, les réfugiés, c'est pas simplement les 10 000 Sassouniotes, ce sont aussi les 150 à 200 000 Arméniens de la région du Vaspuragan qui ont été évacués par l'armée russe et qui ont été transférés au Caucase, qui vont constituer l'ensemble. Les Arméniens de Turquie, on a l'habitude de dire que ça constitue dans les années 20, dans les années 30, un tiers de la population de l'Arménie qui va devenir soviétique à partir de 1920-21. Bon, Garo est pris dans ce maelstrom, mais enfin, il obtient que 12 Arméniens de Turquie entrent dans le Parlement arménien qui vient d'être nommé, qui vient d'être élu, dont lui. Dont lui. Et si on consulte maintenant on trouve pas mal de choses en Arménie. Les archives ont publié récemment les actes du Parlement arménien. On retrouve le nom de Garo, on retrouve ses interventions, et quand il intervient, il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'il va dire. Ce qu'il dit, c'est presque toujours la même chose. La nécessité, d'abord, de secourir les réfugiés arméniens, là, ceux qui sont en Arménie réputée indépendante, et puis surtout le rapatriement. Faire que ces réfugiés ne restent pas des réfugiés, mais puissent revenir chez eux. Mais ça suppose une action armée, ça suppose l'aide d'un pays, d'un État mandataire. Et vous savez comme moi, que les Anglais et les Français se sont partagés les pays arabes, en tous les cas la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, etc., et que les États-Unis ont refusé un mandat sur l'Arménie en juin 1920, livrant en quelque sorte l'Arménie au retour des Russes à l'état des Soviétiques. Bon, alors Garo va jouer une dernière carte. Sa dernière carte, c'est l'insurrection de février 1921. 18 février 1921, il avait été nommé en 1920 gouverneur de Alexandropol. Gümri aujourd'hui. Gümri aujourd'hui, mais à l'époque on disait Alexandropol. Et Alexandropol s'est joué une autre carte le mai 1920, 1er mai 1920. Les bolcheviks arméniens, très peu nombreux, mais présents justement là parce qu'il y a une espèce de classe ouvrière à Alexandropol, parce qu'il y a les chemins de fer, il y a quelques usines. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faiblesse de Garo Sassoni d'avoir laissé propager ces mouvements bolcheviques? Comme qu'est-ce qu'il pouvait faire? Pas du tout. Pas du tout. Les bolcheviks venaient de prendre le pouvoir en Azerbaïdjan, à Bakou, et ils ont décrété, avant terme, une insurrection des Arméniens dans les quelques endroits où il y avait un semblant de classe ouvrière. L'Arménie était un pays pauvre à l'époque et uniquement quasiment rural, avec juste quelques entreprises de cognac ou quelques petites entreprises, mais pas vraiment de classe ouvrière. La classe ouvrière, c'était, comme en Russie, les chemins de fer. Non, les ouvriers, comme aujourd'hui, si vous regardez les syndicats, Rail Sud, par exemple en France, les syndicats les plus actifs, ce sont les syndicats des chemins de fer qui réussissent à déclencher des grèves et à discuter avec le gouvernement. Bon, c'est la même chose là-bas. Donc,
petite insurrection avortée. Vous savez très bien que... En 1920. On est en 1920, que à ce moment-là, il y a un grand chamboulement au niveau du gouvernement arménien. Le bureau, c'est-à-dire la direction du Tashnaktsutun, il y avait eu jusqu'à 3 bureaux en 1913. Il n'y en a plus qu'un depuis le 9e congrès du Tashnaktsutun, un seul bureau qui s'est tenu en 1919. À Yerevan. Ce bureau, il avait été décidé qu'il y aurait une distinction entre le gouvernement arménien et le qui était sorti du Parlement, qui était à 90% de parlementaires Tashnakhtsagan, et le bureau qui était, lui, l'exécutif d'un parti politique qui est la Fédération révolutionnaire arménienne. Alors, les événements sont tels que il y a une sorte de coup d'État au sommet, et c'est le bureau qui prend en main le gouvernement. C'est à ce moment-là qu'Oranjanian devient Premier ministre, et Rupen, pour ne citer que lui, devient à la fois ministre de l'Intérieur et ministre de la Guerre, et avec énormément de brutalité, et en s'appuyant sur les Fedaï, Sassouniot et Mechetsi, qui eux ont besoin de cette Arménie indépendante comme étant le pays qu'ils ont perdu, va écraser Il va donner plus de place aux Sassounsi. À partir de mai jusqu'à octobre 1920, va procéder à un nettoyage de la plaine de l'Ararat, des présences des Azéris, pour en faire une terre arménienne, pour réarméniser cette Arménie. Alors, Garo va, en février 19... Alors, il y a eu une première, vous savez très bien qu'il y a eu une première... prise de pouvoir. Une première soviétisation de l'Arménie, entre le 29 novembre et le 2 décembre 1920, laquelle soviétisation de l'Arménie a entraîné des conséquences sur lesquelles on ne peut pas s'étendre énormément. Et en février 1918, 18 février 1918, il y a une révolte des Arméniens contre le pouvoir soviétique à un moment où l'armée rouge est en train de soviétiser la Géorgie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas présente sur place. Et Garo Sassouni fait partie, ou il est un des organisateurs, ou même un des dirigeants de ce gouvernement proclamé à Yerevan, 18 février 1921, pour lequel d'ailleurs il a consacré un livre qui est Petervalnian Abstamputun, la révolte qu'il a publiée à Beyrouth en 1970, qui est un événement qu'il n'a jamais oublié, pour lequel il a apporté toutes sortes de détails, que ce soit des documents, que ce soit des photographies. Malheureusement, on ne va pas pouvoir développer ça. Mais du 18 février 1921 à l'été 1921, dans des conditions absolument inégales et très 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 difficiles, l'armée rouge, revenant de sa balade en Géorgie vers l'Arménie, il s'est battu, il a organisé, il a fait partie de cette migration de quelques milliers d'Arméniens, dont certains se sont battus dans le Zangezur contre les bolcheviks, d'autres ont gagné la Perse. En particulier, se sont descendus, ont traversé l'Arax dans des conditions aussi ubuesques, puisque c'est l'Arax qui servait de frontière entre l'Arax au flot tumultueux, en Maïr Araxi, se sont réfugiés en Iran. Et là, on retrouve Garo à Tabriz, comme Rupen, comme d'autres d'ailleurs, jusqu'en 1922. Alors, 1922, c'est une date importante. En 1921, il y a eu la NEP, proclamée par Lénine, la nouvelle politique économique, qui permet après une période de collectivisation extrêmement brutale qui avait justifié l'insurrection de février 1921, et les combats menés par les Arméniens pour essayer de maintenir l'indépendance de l'Arménie, et surtout dans l'espoir de voir intervenir les Occidentaux. Alors, ça n'a pas été fait, ça, bien entendu. Garo est à Tabriz, où naît son deuxième fils, Viken, et en 22, sa femme, Ola, retourne avec ses enfants en Arménie parce qu'il y a à ce moment-là une sorte d'amnistie. Voilà, une amnistie,
On accepte les femmes et les enfants, mais pas pour Garo. Et Garo va, à partir de Tabriz, gagner l'Europe par étapes en Bulgarie, etc. Mais s'arrête à Vienne en 1923. Dans l'histoire du Taschnaktutyun, cette réunion à Vienne en Autriche de 1923 est extrêmement importante. Parce que c'est un lieu où vont s'affronter les anciens Tashnaktsagans sur les pertes sur ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, les erreurs qui ont pu être commises, ou bien tout simplement la création d'un État indépendant et la perte de l'indépendance. Ce sont des choses terribles. Les défaites ne nuisent pas les hommes, au contraire, on cherche à justifier les actions. Et en 23, c'est le moment où Khâtchazonî, qui a été le premier ministre de la Première République en 18, écrit ce petit livre qui s'appelle Taschnaktutyun Opamunchuni Enelik. Le Taschnaktutyun n'a plus rien à faire, qui a accepté l'Arménie soviétique. C'était un livre, Khâtchazonî, plus tard, dans les années 30, sera exécuté. Lui retournera en Arménie soviétique. Mais pendant des années et des années, moi je me souviens dans les années 70, quand j'allais faire des petites études en Arménie soviétique, c'était le livre qui était le plus, qu'on trouvait dans les bibliothèques. On vous sortait tout le reste, faisait partie des fonds auxquels on ne pouvait pas accéder, mais on vous sortait toujours ce livre de Khâtchazonî. C'est la preuve que le Taschnaktutyun n'avait plus rien à faire. Alors justement, Garo Sassoni, lui, il était assez autocritique par rapport à cette phase de la Première Guerre mondiale pour expliquer et analyser le pourquoi de ces événements. Est-ce qu'on aurait pu éviter tout cela? Vous savez que c'est les vaincus. Vous savez, il suffit de prendre le cas de la France en 1940, la France a été envahie, avait été battue et envahie par les Allemands. Jusqu'à aujourd'hui, l'année 40 et les événements qui ont suivi l'année 40 constituent encore un objet de réflexion pour les historiens, pour les politiques. Parce que ça a engagé les hommes dans des sens différents. En tous les cas, en 1923, le Taschnaktutyun s'interroge sur doit-il continuer à exister ou non. Et Garo fait partie de ceux qui se battent. Enfin, il arrive là, c'est un réfugié. Maintenant, c'est un réfugié diasporique, un exilé. Un exilé, il sera un exilé toute sa vie. C'est fini, désormais. Il ne retournera plus jamais au Sassoun en Arménie turque. Mais il est un des ardents défenseurs du maintien du Taschnaktutyun, et ça aboutira à Paris, au 10e congrès en 1924, qui est aussi un congrès extrêmement important, de refondation du Taschnaktutyun dans les nouvelles conditions, c'est-à-dire une Arménie soviétisée, une Union soviétique qui n'est pas encore reconnue par les Occidentaux, et une population dispersée qu'on n'appelle pas encore la diaspora, on parle de Karut, c'est-à-dire des petites colonies, mais on ne parle pas encore de Spurk. Ce problème de vocabulaire est très important parce qu'il définit la conception des hommes. Et désormais, Garo va entreprendre la nouvelle période de sa vie. Il ne le sait pas encore que c'est la nouvelle période de sa vie. Bon, à partir de la banlieue parisienne, c'est-à-dire de Chaville, où il s'installe, où la vie est relativement agréable, Chaville, où il y a une communauté de réfugiés russes, il y a une communauté de réfugiés turcs. La fille d'Abdulhamid est dans le coin. Non pas l'aristocratie, mais disons la grande famille des Ottomans, des Osmanlis, et qui ont été chassés par Kemal Atatürk de Turquie, sont aussi dans la région. Ils ne se fréquentent pas, mais néanmoins, ça vous montre un peu l'atmosphère. Il est bientôt rejoint par sa famille, sa femme et ses deux enfants. La femme et les enfants arrivent, les femmes, la sœur de la femme, Manik Mezadourian, qui sera pendant des années un pilier de la Croix-Bleue des Arméniens de France, se mettent au travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font de la couture. Il faut faire vivre la famille. Et Garo il avait été fédaï dans les années qui précédaient, il va devenir intellectuel. C'est-à-dire, il avait commencé un petit peu quand il était aboliste, mais là, désormais, son activité principale, c'est d'écrire. Soit d'écrire dans Hayrenik à Boston, soit d'écrire dans Harach, qui vient d'être créé, soit de devenir un activiste du parti qu'on envoie d'abord aux États-Unis, et puis qu'on va envoyer en Syrie, parce que, alors il va arriver dans la vie de Garo Sassoni un événement extrêmement important. Il est élu au 12e congrès du parti en 1933, membre du bureau, donc de 33 à 38, puisque
le bureau qui s'est déplacé, qui a erré lui aussi, et qui est maintenant déplacé au Caire, en Égypte, sous contrôle britannique. Enfin, l'Égypte est sous contrôle britannique, même si c'est un État réputé indépendant. Et je voudrais quand même rappeler que Garo Sassouni sera de nouveau membre du bureau 2 fois dans sa vie, de 59 à 63 et de 63 à 67, mais dans des conditions extrêmement différentes. Mais ce premier passage par le bureau, c'est un événement très important dans sa vie parce que ça coïncide avec les révoltes kurdes. Et que désormais, Garo, dans la politique de Garo, si on peut dire, qui est aussi la politique de Rupen, c'est de revoir l'historique des relations entre les Arméniens et les Kurdes depuis le XVIe siècle, de faire le bilan de ces années dans différents articles qu'il réunira beaucoup plus tard dans ce livre qui a été publié par Hamas Caïn à Beyrouth et qui est un recueil d'articles qu'il a écrit au cours de sa vie. Le livre a été publié en 69, c'est toujours les années où Garo est membre du bureau, ça facilite. Enfin, il n'est pas membre du bureau, non, il n'est plus membre du bureau, mais il a été membre du bureau. Il a réuni là toute une série d'articles dans lesquels il analyse ces relations qui ont été conflictuelles ou amicales ou des tentatives de rapprochement arméno-kurde à la veille de la guerre de 14 et après la guerre de 14. Et après la guerre de 14... Alors justement, dans les années 30... en 29, une des obsessions du Dashnakstun, mais même aussi des Hunchakian, à l'époque où les Hunchakian travaillaient dans cette région, et en particulier dans la région de Deshsim, c'était d'abord de retrouver dans Deshsim des tribus kurdes d'origine arménienne. Elles existaient. Elles existent. Maintenant, souvent, en Deshsim, les Kurdes de Deshsim sont des descendants de grand-mères ou d'arrière-grand-mères arméniennes, de filles accueillies ou enlevées, etc. Mais dans le passé, quand on remontait beaucoup plus loin dans les siècles du passé, on savait qu'il y avait eu des régions entières qui avaient été islamisées. Il y avait des Arméniens dans le Deshsim. Ça reste je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais ça reste une obsession chez les Arméniens. Des Kurdes du Deshsim d'origine arménienne. Et alors, par exemple, et les Alévis en particulier du Deshsim, alors qui eux ont des pratiques religieuses un peu curieuses, telles que faire un signe de croix sur le pain, ou bien d'admettre que les femmes mangent avec les hommes, discutent avec les hommes, soient sur le même pied d'égalité. Tout ça, c'était des choses qu'on ne retrouve pas dans l'islam sunnite, ou chez les Naqshbandis qui sont telle ou telle, comment dirais-je, telle ou telle branche de l'islam. Alors, Garo se fait le porte-parole de cette tentative de politique, de conflit. Il n'y a pas de doute que, avant la Première Guerre mondiale, les tentatives que les Arméniens ont faites vis-à-vis des Kurdes, ça a été vis-à-vis des chefs de tribus, comme par exemple les Barzani, en qui ils voient des agents de l'indépendance nationale kurde, ou tout simplement de la prise de conscience des Kurdes divisés en tribus, qu'ils constituent une nation. Vous savez que c'est pas encore réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, maintenant où il existe un vrai problème kurde. Même s'il y a le Kurdistan irakien. Non seulement en Syrie ou non seulement en Irak, mais il existe à Paris ou à Washington ou à Londres un vrai problème kurde, reconnu comme tel. Mais à l'époque, les tentatives très modestes, très fragiles des Arméniens, c'est on va favoriser chez les Kurdes la prise de conscience qu'ils constituent une nation, même s'ils sont divisés en tribus qui parlent des langues différentes, qui ont des pratiques religieuses différentes, qui se comportent différemment, etc. Mais après tout, ce sont des frères, ce sont des Aryens comme nous, car les Kurdes parlent une langue qui est indo-européenne, qui ressemble beaucoup à l'allemand. Parce que j'ai pratiqué un peu justement avec Barzani dans le temps, quand il a été, l'un des descendants de Barzani a été professeur aux langues orientales. Bon, il y avait cette idée d'un rapprochement. On parle de Barzani père. Barzani père, oui. Un rapprochement, cette idée de rapprochement avec les Kurdes. Rapprochement avec, non, pas Barzani. Qu'est-ce que je viens de dire, si? Barzani. Si. Barzani qui est actuellement le président du Kurdistan irakien. Oui, non, attendez, j'ai peut-être
C'est la même famille qui a, à un moment donné, aussi vécu en Arménie soviétique? Oui. Celle-là, ça, c'est plus tard. Ça, c'est beaucoup plus tard. Non, c'est pas ces Barzani-là. Bon, je vais... C'est pas grave. Bon, si, mais enfin, bon. Donc, il y a tentative de rapprochement. Et pendant la guerre, vous savez ce qui s'est passé. Les Kurdes ont massacré les Arméniens. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Même si le Dersim a été un lieu de refuge réel, mais le reste, dans la plaine de Mouch ailleurs, etc., les Kurdes ont massacré, se sont emparés des biens des Arméniens, etc., avec l'appui du gouvernement. En 21-22, ils se sont ralliés à Kemal Atatürk, qui a joué à fond la carte de l'islam, qui rapprochait les Turcs et les Kurdes, qui était la religion commune, en reprenant la politique pan-islamiste qui avait été celle de Mustafa Kemal. Et en 25, il y a eu la fameuse révolte de Cher Saïd, des Kurdes, qui tout à coup, pas tout à coup, ont compris que le désir du gouvernement kémaliste, c'était de turquifier cette Anatolie, et pas du tout de reconnaître l'existence d'une identité kurde, d'une autonomie kurde. Et à partir de 25, les relations arméno-kurdes se sont considérablement améliorées, puisqu'en 29 est créé le premier parti national kurde, qui est le Hoybun. Et là, c'est une autre page de l'histoire des relations arméno-kurdes. Il est clair, là, il est vraiment net et clair que le Tashnak-Tzoutchoun a favorisé, a peut-être même aidé à la création de ce parti politique. En tous les cas, l'a fait reconnaître par la Seconde Internationale. C'est Achak Jamalian qui a été un élément extrêmement actif de cela. Et à partir de 33, 34, 35, c'est la révolte de l'Ararat. La révolte de l'Ararat, c'est-à-dire toute cette région. Et son nom indique bien de quoi il s'agit. Et il y a eu, avec des moyens extrêmement modestes de la part des Tashnak-Tzoutchoun, une volonté d'aider les Kurdes dans leur tentative d'autonomisation par rapport à l'État turc, et ils ont joué cette carte-là. Bon. Et c'est peut-être pour ça que le livre de Garos Assouni est si intéressant pour les Kurdes, car ce livre c'est le seul livre de Garos Assouni qui a été traduit en turc, qui a été publié à Stockholm en 1986, traduit en turc et donc lu par les Kurdes de Turquie, puisqu'il n'y avait pas de littérature kurde en Turquie jusqu'à ces dernières années, et qui fait que Garos Assouni est quelqu'un qui compte, je dirais, dans l'historiographie kurde à cause de ce livre. C'est le mouvement national kurde et les relations arméno-kurdes. Voilà, les relations arméno-kurdes. Alors, il est vrai que si on prend quelqu'un comme celui que vous avez invité à plusieurs reprises, Hamid Bozarslan, oui. Bon, qui a étudié de très près. Alors, il y a eu évidemment maintenant toute une série d'historiens de Vahet Ashtian à Hamid Bozarslan qui se sont penchés sur ces relations arméno-kurdes, justement dans les années 20, 30, etc., pour dire que, bien sûr, probablement Roupen est allé lui-même, a franchi la frontière en secret pour aller porter non pas un secours militaire, mais un secours, disons, géostratégique aux Kurdes révoltés. Mais tout ça s'est terminé dans des flots de sang. Les Kurdes se sont révoltés à plusieurs reprises dans les années 30, et le Sassoun s'est révolté à plusieurs reprises dans les années 30. Et en 38-39, dans les déportations des Kurdes révoltés dans le Sassoun, ont été, et avec eux déportés, les dernières familles arméniennes, ou en tous les cas les hommes, les dernières familles arméniennes qui restaient dans la région. Bon. Alors, ce mythe, ou cette réalité, a joué un rôle formidable dans la vie de Garos Assouni et dans la correspondance qu'il entretient avec le bureau dans les années 30, avec Roupen en particulier, sur les Kurdes. On retrouve cette volonté d'aider les Kurdes à se libérer de la tutelle turque, et dans l'espoir, à l'époque encore peut-être réalisable, d'un retour des Arméniens en Turquie. Le Nelkart se fera à la fin de la Seconde Guerre mondiale vers l'Arménie soviétique, mais quand on lit les textes, quand on regarde
un peu les conséquences de cette politique ou les recherches de cette politique de rapprochement entre les Arméniens et les Kurdes, il n'est pas exclu que dans les années 30, ce n'est jamais que 20 ans après les événements de 1915, eh bien, le Tashnakhtchun espère que la population arménienne des Karoutes, c'est-à-dire des colonies un peu dispersées, celles qui sont au Moyen-Orient, tout près de la Turquie, Syrie et Liban, retournerait dans un pays pacifié où les Kurdes auraient peut-être réussi à établir leur autonomie. Je ne sais pas si ça tient des légendes, si ça tient d'une imagination, d'un imaginaire politique. Bon, en tous les cas, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, mais aujourd'hui, comme vous savez, les relations entre les Kurdes et les Arméniens sont extrêmement pacifiées et les premières demandes, les manifestants les plus nombreux au moment de l'enterrement de Landink, c'était les Kurdes d'Istanbul, Istanbul étant aujourd'hui la première ville kurde du monde, avec probablement 3, 4, 5 millions de Kurdes, dans une ville qui en a 13 ou 14 millions d'habitants. Bon. Et on connaît le comportement du maire de Van, à propos, au moment d'inauguration de la restauration d'Artamal, du maire de Diyarbakir, c'est des maires de Diyarbakir, parce qu'ils se sont succédés. Ce n'est plus à dire ou à redire. Moi, je peux dire qu'à Batman ou au Sassoun cet été, j'ai bien vu que les Kurdes que j'ai rencontrés, jusqu'au Kaimakam, c'est-à-dire du sous-préfet de la région, les relations étaient en apparence idylliques à notre égard. On était accueillis vraiment. Revenez au pays, disait-il. Vous êtes quand même la petite fille de Guluzar. Bon, revenez au pays, disait-il. Revenez au pays. Bon, ça c'est la partie héroïque de Garo Sassouni, de sa vie héroïque, de sa vie politique. Mais la dernière partie. À la termination, justement, puisque le temps passe très vite, moi je voudrais quand même qu'on en dise 2 mots sur la partie transmission, la culture, la création de Pakin, ce journal intellectuel. Écoutez, ça c'est évidemment la partie la plus, je dirais, celle qui va occuper un tiers de la vie de Garo Sassouni, à peu près un tiers de sa vie, puisque Mais il nous reste 2 minutes pour en parler. Il va s'installer à Beyrouth en 1939 et de 1939 en 1961, parce qu'il est déjà assez âgé, en 1961, il est né en 88, donc il a 73 ans. Il enseigne au Djemaran. Alors le Djemaran, vous savez ce que c'est, bien que vous ne soyez pas un ancien du Djemaran, mais un ancien d'Antilias. Bon. Il enseigne au Djemaran, qui a été créé en 1928 au Caire par l'association Hamaskaïn pour le 10e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. Donc c'est un haut lieu symbolique. On a perdu un État indépendant, mais on va organiser la diaspora pour y recréer une langue arménienne, un enseignement arménien, une culture arménienne et transmettre aux jeunes générations, j'ai l'impression, la mémoire du passé. Là, aujourd'hui, on fait un peu partout en France c'est des colloques sur la mémoire. Mais cette mémoire, elle est travaillée dans ces écoles arméniennes où on a retrouvé les réfugiés, les enfants des réfugiés en Syrie et au Liban. Et ce sont des années d'une extrême activité de Garo Sassouni. Et à ce propos, il faudrait dire que dans Djemaran, au Djemaran, d'abord, il est, avec sa femme aussi, bien entendu, un membre de Hamaskaïn. Il est, bien entendu, il va se mettre au service de la rédaction de Astak, qui est le quotidien Tashnag. Surtout Astak Chapatoria, qui sera créé. Et il va devenir un spécialiste de la littérature arménienne, avec pas mal de talent dans la postface que j'ai écrite pour Le Chasseur, je donne des quantités d'exemples de son œuvre dans cette période-là, mais rien peut-être ne remplace l'ouvrage qu'il a publié, qui est une espèce de requiem pour le Sassoun, qu'il a publié dans les années 50, et qui est Patmoutyun Daroni Ashrari, un volume de près de 1000 pages aujourd'hui, qui a été réédité par le Catholicosa de Cilicie, Antilias, en 2013, en préparation
du centenaire du génocide arménien. Alors c'est le livre, Garo n'est pas un historien au sens propre du terme, c'est un éditorialiste dans la presse, c'est quelqu'un qui est plutôt, qui ne s'embarrasse pas de, comment dirais-je, de notes, qui ne s'embarrasse pas de tellement de recherches archivistiques. Il est un mémorialiste. Ça veut exactement dire ça. Il va essayer de faire revivre ce pays dans tous ses aspects. Alors, cet ouvrage, c'est pas un ouvrage d'historien, mais c'est un ouvrage dont on ne peut pas se passer. Hein. C'est le plus bel ouvrage, le plus bel hommage qu'il ait pu rendre au pays, qu'il a cherché à rendre au pays. Il en a fait bien d'autres, parce qu'il n'a pas cessé d'écrire et de publier, de publier, de publier. Et peut-être sa dernière pratique dans ce domaine-là est encore plus extraordinaire, puisqu'il a 72 ans, lorsqu'il crée, avec quelques camarades, bien sûr, Pakin, hein, qui veut dire hôtel qui est quelque chose d'un peu religieux, là. Pakin, qui est devenu, il le crée en 1960, et qui, dans les années 60 et 70, jusqu'au début de la guerre civile au Liban, a été une revue d'avant-garde, on peut dire, consacrée à la littérature et aux arts, artistes arméniens, mais aussi occidentales, dans laquelle ont écrit des gens comme Vaïo Chagan, par exemple. Pakin a intéressé, peut-être même, ils sont allés jusqu'à la collaboration des gens comme Mark Nechanian ou Klikol Bouledian, qui ensuite ont une autre carrière. Pakin continue à être publié encore aujourd'hui, et c'est Agop Balian qui a joué pendant des années un rôle important à la direction de cette radio, qui en est actuellement le directeur. Bien sûr, le Pakin actuel n'est plus le Pakin du passé, mais Pakin existe. Oui. Et Pakin existe, et Beyrouth, dans les conditions actuelles du Liban, où il y a entre 1,5 million et 2 millions de réfugiés, bon, Astak et Astak Chapatoriak, Pakin continue à vivre. La communauté arménienne qui s'est évidemment beaucoup affaiblie, parce que beaucoup sont partis, mais d'autres sont venus, c'est-à-dire les Arméniens, hélas, de Syrie, bon, continue à vivre autour de Bourjamoud, et c'est notre dernier hommage à Garo Sassouni, ex-Weekend Clack. Garo Sassouni est enterré dans le panthéon du Tashnaktsutun à Bourjamoud. En termination, malheureusement, Garo Sassouni fait partie de cette armée de révolutionnaires, d'intellectuels, d'hommes politiques, d'activistes arméniens, dont le nom, non seulement en diaspora, mais surtout en Arménie. Je ne parle pas que de l'Arménie soviétique, où il était évident qu'on n'allait pas parler de Garo Sassouni, mais encore aujourd'hui, malgré quelques tentatives, parce qu'il y a ce livre écrit par l'historien Ashot Nessisian sur Garo Sassouni, donc il y a quand même une tentative de remettre en avant. Exact. Mais ça reste quand même insuffisant. Personne ne sait ça reste limité. Qui est Garo Sassouni. Ça reste limité. Et voilà, le nom de la famille kurde avec laquelle de Tashnaktsutun on a travaillé, c'est Bedr Khan. Ce sont les Bedr Khan, non pas les Barzani. Oui. Mais les Barzani, c'est vrai, dans les années 50-60, ont émigré en Arménie soviétique. Donc les liens ont été constants entre Arméniens et Kurdes. En termination, merci beaucoup pour cette nouvelle conférence radiophonique où on a appris beaucoup sur le personnage Garo Sassouni, mais évidemment sur l'histoire moderne des Arméniens, cette période qui nous intéresse encore et sur laquelle il y a encore beaucoup à dire. Mais c'est pas simplement Garo Sassouni, c'est toute une période que j'ai tenté avec vous d'évoquer, et c'est une période dans laquelle naissent, grandissent des hommes qui ne sont pas constamment tournés vers l'évocation du génocide, hein, vers la mémoire du génocide, mais vers la volonté de construire quelque chose et de transmettre quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui est fondé sur la langue arménienne. La mémoire arménienne, sans la langue arménienne, ça ne sert pas à grand-chose. En termination, merci beaucoup.
Notes sur table. Une émission proposée par Alp FM.